Vous êtes venu nous voir à la tribune de Syntec Numérique. Vous êtes venu nous voir à la tribune de Tech in France plusieurs fois. Vous nous avez dit « c'est formidable ce que vous faites, mais ce serait tellement bien si vous le faisiez ensemble ». Cher Cédric, pardonne-moi, mais je ne vais pas continuer à vous te tutoyer, vous voyez, alors que nous avons eu tant de séances de travail ensemble. Tu nous as si souvent encouragés pour poursuivre dans notre volonté de nous réunir et de nous rassembler. Tu nous as également accompagnés et sollicités pendant le plan de relance. On a pu participer, te donner des idées. Voilà, aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers que tu sois à nos côtés pour lancer Numéum. Numéum, 2500 entreprises, un peu plus peut-être. Je vois le regard sévère de tout le monde. Il est très commercial. 600 et quelques mille employés, là aussi tu vas me contredire, Godefroy. Je ne dirai plus rien. Ouais. 70, 75, peut-être même 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On comprend pourquoi Berger Lebros, ça marche. Voilà. Je sais que tu as eu, nous savons, et mes propos sont vraiment très chaleureux au nom de tous les membres de Numéum et évidemment de Godefroy. Nous savons que tu as eu une journée compliquée, que tu nous as quand même consacré cet instant pour venir nous voir et nous dire sans doute plein de choses. Moi, je voudrais sincèrement qu'on accueille Cédric parce que franchement, nous avons fait beaucoup de choses ensemble et tu y es pour beaucoup dans ce que nous sommes ce soir. Merci beaucoup. Nous te donnons la parole. Oui, je ne vais rien rajouter, je crois que vraiment oui, Pierre-Marie a été parfaite. Non, on peut dire que tu nous parraines, que tu nous soutiens, que tu ne nous as jamais lâchés et dans ce sens-là, vraiment, je pense qu'on peut te remercier. Merci. Bien, messieurs, cher Godefroy, cher Pierre-Marie, mesdames et messieurs, je suis vraiment extrêmement heureux d'être là ce soir pour plusieurs raisons. Et je pense que c'est l'occasion de partager avec vous un certain nombre de réflexions. D'abord, je trouve que cette salle est belle, pour le dire en tant que telle. J'ai eu l'occasion de participer à moult reprises à des soirées du Syntec. J'ai eu l'occasion de participer à moult reprises à des soirées de Tech in France. Et j'avoue que dans un agenda de ministre chargé, je vois tout l'intérêt de faire fusionner deux organisations et donc de diviser par deux ce nombre de rendez-vous dans l'année, qui n'est pas le plus petit des avantages que j'y vois. Non, plus sérieusement, Godefroy et Pierre-Marie ont eu l'occasion de l'évoquer. C'est particulièrement important pour moi parce que nous avons eu cette discussion très tôt. Et je me souviens de quasiment la semaine ou dans les 15 jours qui ont suivi ma nomination, j'ai eu l'occasion de voir Godefroy et Pierre-Marie et je leur ai fait part de mes interrogations sur, on va dire, la multiplicité de la représentation de l'écosystème numérique. Il me semblait qu'une partie des défis qui se posaient à l'écosystème numérique, qui, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, prend de plus en plus d'importance économique, était qu'il y avait un intérêt à parler d'une seule voix au pouvoir public. Parce que de plus en plus, l'écosystème grandissant, les entreprises grandissant, les adhérences, on va dire, avec la puissance publique, les sujets de discussion qu'il allait avoir, allaient devenir de plus en plus importants. La question de ce qui fait le dialogue collectif au sein aussi de cette branche allait devenir de plus en plus important. Et il me semblait absolument essentiel que nous puissions faire en sorte que ce qui, dans le fond, si on se le dit très directement, était la même famille, pourrait d'ailleurs avoir vocation à accueillir d'autres parties de cette famille qui, pour l'instant, ne sont pas totalement là ce soir, avait tout intérêt à parler d'une seule voix et à jouer collectif. Et à la fois, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir, et honnêtement, c'était très logique. Mais je veux vraiment remercier et Godefroy et Pierre-Marie pour l'implication personnelle qu'ils ont mise dans cette aventure. C'est pas totalement français de dépasser son intérêt catégoriel pour réussir à jouer collectif.
Ça n'arrive pour ainsi dire d'ailleurs jamais. Parce qu'on est un pays de corporatisme, parce qu'on est un pays où on est bien chez soi et où c'est très bien les autres, mais c'est bien quand chacun a sa petite demeure. Et je pense qu'il y a une forme de jeu collectif qui a eu lieu là, c'est-à-dire que les deux, pas toujours de manière facile, avec des hauts, des bas, avec des discussions, ça a pris du temps, ont su considérer que l'intérêt supérieur du numérique français et de la France au final, parce que c'est de ça que nous parlons, était supérieur à l'intérêt de Tech in France d'un côté et du Syntec numérique de l'autre. Et vraiment, je pense que c'est beaucoup grâce à eux que nous sommes là tous ensemble aujourd'hui, parce que d'une certaine manière, l'État peut parrainer, l'État peut accompagner, mais à la fin, ça reste la décision des entrepreneurs et des entrepreneuses et des deux présidents que de faire ce pas et de considérer que l'optimum global était plus grand que l'optimum local. Et si vous me permettez, je me permettrai de vous demander de les applaudir à cet instant pour saluer cette émergence de Numéum. Et donc merci, chers amis. Alors, puisque du coup nous sommes tous rassemblés, ça me permet de partager quelques éléments avec vous sur cette rentrée et puis les temps dans lesquels nous sommes. D'abord, je pense que c'est extraordinairement important de jouer collectif. On le voit d'ailleurs de plus en plus dans le numérique français. J'étais il y a quelques minutes en train de remettre la Légion dans l'Ordre national du mérite à Michel Vandenberg, qui est l'architecte du cybercampus. Et là aussi, on est en train de voir ce qu'on ne voit jamais, c'est que les très grandes entreprises françaises de la cybersécurité ont décidé, alors que ce n'est pas usuel chez les Français encore une fois, de se mettre en commun, de colocaliser des équipes, de faire des parcours, pas entrepreneuriaux, mais des carrières entre les uns et les autres, de colocaliser des lacs, en tout cas de travailler ensemble sur des lacs de données et de créer ensemble le cybercampus qui devrait être le navire amiral de la cybersécurité française et le flagship de ce que nous savons faire en partie. D'ailleurs, j'imagine qu'une partie d'entre vous est impliquée dans ce projet. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est très rare, encore une fois, en France. Nous n'avons pas l'habitude de voir les entreprises concurrentes de l'énergie, des transports, de l'automobile coopérer pour rendre la France plus forte dans une compétition avec les grands acteurs anglo-saxons. Il arrive même parfois que certains acteurs, grandes entreprises françaises, préfèrent travailler avec des acteurs anglo-saxons plutôt qu'avec leurs concurrents, parce que, in fine, c'est plus simple et ça évite d'aborder les atavismes, en tout cas les héritages de rivalité. En tout cas, je trouve que cette volonté du numérique français de faire une équipe de France et de travailler ensemble est absolument est très enthousiasmante et facteur de beaucoup d'optimisme. Parce qu'on est, et on le sent bien, dans un temps un peu particulier, qui est à la fois un temps où, on doit se le dire, le numérique français dans son ensemble se porte très bien. Que ce soit les start-up, les SS2I, les ESN, pardon, on dit aujourd'hui, le développement du numérique au sein des grands groupes, nous vivons une forme d'âge d'or du numérique, en tout cas d'un âge tel que nous ne l'avons jamais connu, aidé en cela, il est vrai, par le confinement et la prise de conscience dans beaucoup de grands groupes du fait que c'était soit se numériser, soit mourir. Et je pense qu'il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir parce que pour ceux qui ont connu les entrepreneurs, les entrepreneuses, tous ceux qui vivent dans ce monde, tous ceux qui ont connu le monde du numérique tel qu'il existait il y a 5 ans, la dynamique dans laquelle nous sommes, la place qu'est en train de prendre la France, nous ne sommes qu'au début, je vais y revenir, dans le concert international est absolument, j'allais dire, inattendu. En tout cas, jamais, je pense, quand, pour tous ceux qui travaillent sur le numérique, nous pensions à ce que pouvait être la France il y a seulement 3 ans ou 4 ans, nous ne pouvions penser en être là. Comment on en est arrivé là et qu'est-ce que sont les combats que nous avons encore à mener? Si on en est arrivé là, je pense qu'il y a plusieurs leçons à tirer. D'abord, et ça fait partie des discussions que nous avions aussi cet après-midi avec Bruno Le Maire sur le plan d'investissement 2030,
c'est quand même qu'il y a eu un changement d'approche dans la manière de voir le développement du numérique et la politique économique française. D'une certaine manière, nous avons conçu que la solution, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit au niveau international, était de faire confiance aux entrepreneurs et aux entrepreneuses français. Et que ce n'était pas à l'État de décider que telle filière industrielle ou tel grand projet industriel ou quel Airbus de je ne sais quoi permettrait de construire l'avenir, mais que le fond du sujet était au fond de renouer avec ce qui fait l'ADN et l'histoire de l'entrepreneuriat et de l'inventivité française. C'est parce qu'il y a des entrepreneurs français, des entrepreneuses françaises qui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, ont accepté de monter dans des avions dont on ne savait pas s'ils allaient s'écraser ou pas. Et parce qu'à la fin de post-1945, entre 1945 et 1960, le général de Gaulle a relancé un processus d'industrialisation, que nous en sommes ici. Et donc, ce succès, en tout cas la situation dans laquelle nous sommes, est d'abord le résultat de cet esprit d'entrepreneuriat, de cette volonté du numérique français de s'inscrire dans le pas des meilleurs mondiaux. C'est aussi, d'une certaine manière, une leçon sur, on va dire, les standards internationaux du business, si je puis m'exprimer en bon français. Parce que je suis persuadé que la France a probablement les meilleurs ingénieurs du monde. Elle a probablement parmi les meilleurs chercheurs du monde. Elle a probablement parmi les meilleurs entrepreneurs du monde. Mais ça ne suffit pas. Nous vivons dans un monde globalisé, nous vivons dans un monde mondialisé, et tous les atouts du monde ne suffisent pas si vous êtes en dehors des standards internationaux en matière de marché du travail, en matière de fiscalité, en matière d'entrepreneuriat et en matière de capacité à créer et faire grandir des entreprises. Et ce que nous apprend les dernières années, c'est que dès lors que, en matière de fiscalité du capital, de fiscalité individuelle, de marché du travail, vous permettez à un écosystème de revenir dans des standards internationaux, alors là, ce qui fait les atouts propres à la France, les ingénieurs, les infrastructures, ses grandes écoles, sa qualité de vie qui est absolument importante, alors là, ça devient un atout dans le concert international. Ce que cela nous apprend aussi, c'est que il faut considérer le chemin qui a été parcouru, mais qu'il faut aussi considérer que nous sommes très loin du compte. Le chemin qui a été parcouru, je l'estime, avec un proxy qui ne vaut que ce qu'il vaut, ce sont les levées de fonds des startups françaises. Tout ne passe pas par les startups, tout ne passe pas par levée de fonds. Et c'est un bon proxy d'un dynamisme entrepreneurial, parce qu'en fait, ça vous dit à quel point les investisseurs croient dans votre écosystème, surtout les investisseurs internationaux. Les levées de fonds des startups françaises en 2017, c'était 2,5 milliards d'euros. Les levées de fonds des startups françaises au premier semestre 2021, c'était 5 milliards d'euros. Ça devrait être autour de 10 milliards d'euros lors de l'année. Ça montre le chemin qui a été parcouru en la matière. La France est en train de devenir le premier écosystème numérique de l'Union européenne. Et c'est quelque chose qui est, je pense, un des atouts principaux pour les années à venir. Mais il faut aussi se comparer et regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Certes, nous sommes en train de passer devant l'Allemagne, ce n'est qu'une question de mois, si ce n'est déjà fait. Mais les Anglais sont encore à 14 milliards d'euros sur le premier semestre. Les Américains ont levé 150 milliards d'euros sur le premier semestre. Et donc, je pense que le fond du sujet, et c'est en tant que responsable politique ce qui me tenaille, on a l'occasion d'en discuter assez souvent, c'est que la bataille qui se mène actuellement n'est rien d'autre que la bataille pour en fait, la place de la France dans le concert international. Et il n'y aura pas 5 gagnants. Et donc, ce que vous avez réussi, ce que les entreprises du numérique français ont réussi, est absolument exceptionnel. Mais le chemin est encore long. Donc il y a encore beaucoup de travail. Il y a un dernier élément que je veux partager avec vous. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui relève là à la fois de la responsabilité de nous-mêmes, mais également de la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. C'est que nous sommes dans une période qui, en matière sociétale, en matière d'évolution des sociétés occidentales, est particulière. On le voit, on a d'un côté l'explosion du numérique, un écosystème numérique français qui se porte extrêmement bien. On a de l'autre un mouvement centrifuge dans l'ensemble des sociétés occidentales qui
s'exprime par un sentiment de peur, un sentiment d'inquiétude, par un doute sur, au fond, le progrès et la technologie, et par des expressions aussi rationnelles que l'attitude anti-vaccinale ou les peurs irrationnelles sur la 5G. Je pense qu'en fait, nous sommes dans une tension qui est très française, qui est occidentale, mais qui est très française. L'histoire de ce pays est parsemée de haut et de bas entre l'histoire des ingénieurs français, l'histoire des chercheurs français, l'histoire d'une vision française du progrès qui a porté ce pays, qui a porté l'histoire qu'il se racontait lui-même, l'histoire dans la manière dont il s'est projeté dans le monde à la fin du 19e, au début du 20e et lors des 30 Glorieuses, et de périodes où l'âme française a plutôt tendance à verser dans les passions tristes. Le général de Gaulle avait l'habitude de dire « Les Français, il faut leur parler de grandeur, sinon ils retournent bouffer leur soupe ». C'est un peu violent, ce n'est pas totalement faux. Et donc, je pense que dans le combat actuel que nous voyons se dérouler sous nos yeux, que nous sentons dans la société, dans la tentation d'une partie de la société pour ces passions tristes, dans la tentation de ne plus croire dans le progrès de cette société, nous avons une responsabilité. Les entreprises du numérique ont une responsabilité. Nous avons la responsabilité à la fois de mener ce combat pour la raison et pour la technologie, non pas de manière solutionniste, mais parce que, oui, il y a des grands défis, il y a un défi environnemental, il y a un défi de transition. C'est compliqué, ça crée des mouvements centrifuges dans la société. Mais ce qu'on voit, c'est que la technologie, les entrepreneurs ont une partie de la solution. Et donc, je pense qu'il faut mener ce combat. Il y a aussi un combat quasiment gramscien, si j'allais dire, dans ce que fait le numérique et ce que nous portons tous ensemble, mais aussi ce que vous portez et ce que chacun d'entre vous porte dans sa famille, auprès de ses proches. Il n'y a pas qu'un combat économique pour la domination internationale. Il y a aussi la capacité à faire renaître cette fierté française, cette volonté française, cet optimisme de la volonté française, qui de tout temps a toujours été fondé sur les ingénieurs, sur les entrepreneurs et sur ceux qui prenaient des risques. Merci beaucoup.